l'arrêté des comptes annuels et les contrôles comptables. L'un ne va pas sans l'autre, parce que la comptabilité est une machine à produire des erreurs si on n'est pas extrêmement rigoureux, et on ne l'est pas toujours. J'ai ajouté un second titre qui englobe les deux premiers, les travaux d'inventaire. Les travaux d'inventaire, c'est tous les gestes que l'on accomplit pour aboutir à la production de comptes annuels. Ce module sera découpé en deux parties. Voici donc la première partie. Dans la seconde partie, nous verrons les principes comptables et les règles d'évaluation pour les travaux d'inventaire. Mais ne passez pas à la deuxième partie, bien entendu, sans avoir été jusqu'au bout de la première, vous passeriez à côté d'éléments essentiels. Le mot d'inventaire nous renvoie à notre tout premier module. Lorsqu'on parle d'inventaire, on parle de l'inventaire du patrimoine de l'entreprise, inventaire du patrimoine que l'on appelle le bilan comptable. Les biens et les créances qui composent l'actif du bilan, ce sont les éléments positifs du patrimoine. Les biens, objets ou choses dans l'entreprise à la propriété. Les créances, ce que des tiers, c'est-à-dire d'autres personnes, personnes physiques ou personnes morales ce sont des sociétés, des associations, lui doivent. L'entreprise leur a fait crédit, le mot crédit étymologiquement évoque la confiance qu'on a accordée à ces tiers. Dans le langage courant, d'ailleurs, on utilise le mot crédit comme synonyme de confiance. Les dettes sont les éléments négatifs du patrimoine, ce que l'entreprise doit à d'autres personnes. Bien plus créance moins dette égale patrimoine, c'est la présentation à l'anglo-saxonne du bilan. La présentation européenne, on l'a vu, c'est en deux colonnes, à gauche bien plus créance, c'est-à-dire actif, à droite dette plus patrimoine, c'est-à-dire passif. Et le patrimoine, c'est ce qu'on appelle les capitaux propres. Les capitaux propres, c'est une évaluation du patrimoine selon le mode bien particulier que nous allons voir. Effectuer l'inventaire, c'est recenser de façon exhaustive les biens, les créances et les dettes de l'entreprise, les quantifier et les valoriser. L'expression arrêté comptable traduit une difficulté sur laquelle j'attire votre attention. On s'arrête à une date donnée. On doit arrêter le temps, alors qu'on sait bien que le temps ne s'arrête jamais. À la fin du deuxième module, je vais vous présenter le bilan comme la 365e image d'un film. L'unité de temps en comptabilité, c'est le jour, et la fin de la journée, c'est minuit. Lorsqu'on présente un bilan, il y a systématiquement une date. Bilan à la date du, parce que c'est une photographie du patrimoine à cette date, et parce que ce patrimoine varie tous les jours. Il est unique, il n'est jamais identique d'un jour à l'autre, c'est un arrêt sur image. Lorsque vous essayez de prendre une photo d'un événement qui ne se produit qu'une seule fois, un accident de voiture dans la rue par exemple, si vous n'appuyez pas à temps sur le bouton, la photo est ratée. Vous ne pourrez plus jamais la prendre puisque l'événement ne se reproduira plus jamais de façon identique. Pour le bilan, c'est presque pareil. C'est un instantané, il ne faut pas le rater. Le patrimoine est composé de créances, de biens, de créances et de dettes. Les biens, les créances et les dettes sont normalement documentés, c'est-à-dire qu'il existe des documents, des pièces comptables, contrats, plus factures, etc., qui permettent de remonter le temps, c'est-à-dire de déterminer leur existence et leur montant à la date d'arrêté comptable, c'est-à-dire à une date antérieure au jour où vous travaillez, où vous établissez vos comptes annuels. En comptabilité, on est toujours en retard sur l'événement. En janvier, on comptabilise décembre et les comptes annuels sont établis plusieurs semaines après, voire plusieurs mois après la date de clôture. Par contre, pour les biens, c'est différent. Il faut être présent à la date d'arrêté comptable pour les compter. Pour les immobilisations, on peut supposer qu'ils ne bougent pas trop. L'adjectif immobile qui s'entend dans le mot immobilisation le laisse penser. Par contre, pour les sommes en caisse, surtout si l'entreprise fait de la vente au détail, et pour les stocks,
c'est différent. Il faut les compter à la date d'arrêté comptable. Ou pour les stocks, si on a ce qu'on appelle un inventaire permanent, c'est-à-dire un logiciel de suivi des stocks à une date très proche de la date d'arrêté comptable. L'inventaire permanent tenu en informatique est toujours plus ou moins faux. Vous l'avez peut-être expérimenté en consultant le site internet d'un Leroy Merlin ou d'un Ikea qui vous donnait X articles en stock dans un magasin. Vous vous êtes précipité dans ce magasin et vous n'en avez trouvé aucun. Ce qui explique que même si l'entreprise est dotée d'un logiciel de suivi des stocks et a ce qu'on appelle un inventaire permanent, on ne peut se dispenser d'un inventaire physique. Donc si on veut établir un bilan à une date donnée, il faut s'en occuper avant cette date. Un inventaire physique des stocks, ça demande une préparation méticuleuse, ça ne s'improvise pas. Nous en reparlerons. Un inventaire mal préparé, ça donne des erreurs de comptage systématiques qui peuvent affecter de façon significative le résultat de l'exercice. Après cet inventaire des biens qui doit s'effectuer à la date voulue, on va travailler dans le passé. Si la date de clôture de l'exercice est le 31 décembre, au moment d'établir les comptes annuels en janvier, février ou mars, voire plus tard, on va remonter le temps jusqu'au 31 décembre. Mais on le verra, ce qui se passe après cette date peut permettre de fiabiliser les données des comptes annuels. Dans les mois suivant l'arrêté comptable, les créances et les dettes peuvent avoir été réglées. Les règlements permettront de détecter la présence de ces créances et dettes ou dettes à la date d'arrêté. Les comptes annuels, ce sont 3 éléments. C'est le bilan, le compte de résultat et l'annexe. On oublie toujours, enfin souvent en tout cas, l'annexe. L'annexe est un ensemble de tableaux et d'informations complémentaires qui a une grande importance. Lorsqu'un commissaire aux comptes certifie les comptes d'une société, il certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et il donne une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Donc c'est une formule obligatoire. S'il certifie sans réserve, il n'a pas le droit d'écrire autre chose. Les comptes annuels sont réguliers et sincères et ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. C'est une phrase hyper longue, évidemment. Des comptes réguliers, cela veut dire qu'ils sont conformes aux règles. Des comptes sincères, cela veut dire qu'on a appliqué ces règles de bonne foi, c'est-à-dire sans transformer la réalité, sans donner une fausse interprétation de cette réalité. Et enfin, c'est une notion qui a été ajoutée à notre doctrine dans le plan comptable 82 par la norme européenne, la notion d'image fidèle, qui est prioritaire sur les deux cas, sur les deux autres. On s'inspire de la notion anglo-saxonne de true and fair view. En ce qui concerne la bonne foi, il ne faut pas oublier qu'un chef d'entreprise peut avoir deux objectifs opposés. Réduire le résultat pour payer le moins d'impôts possible, ou au contraire, augmenter le résultat pour attirer des investisseurs, rassurer les banques pour qu'elles accordent des prêts, etc. Lorsqu'on a les deux objectifs simultanément, comme ce sont des objectifs opposés, ils s'annulent en quelque sorte, et on peut imaginer qu'on ne va pas essayer de tricher dans un sens ou dans l'autre. Mais si on n'a qu'un seul de ces deux objectifs, c'est peut-être différent. Mon premier patron, en voulant nous mettre en garde, tenait un propos très provocateur sur la question. Il nous disait « Si le résultat de l'entreprise vous paraît élevé, dites-vous bien qu'on vous cache probablement des bénéfices. Si en revanche le résultat vous paraît très faible, voire négatif, dites-vous bien qu'on vous cache probablement des pertes. » Alors c'était un propos excessif, mais l'avertissement ne l'était pas. Lorsqu'on pense servir ses intérêts en l'utilisant, la tricherie peut paraître un bon moyen. Dans les années 70, lorsqu'elle est apparue dans la 4e directive européenne,
l'image fidèle, c'était pour les Européens continentaux une notion révolutionnaire. On obtient l'image fidèle si on peut dire que l'application des règles, de façon sincère, permet de donner au lecteur l'image la moins déformée possible de l'entreprise. Vous voyez, comme l'objectif est modeste, on ne dit pas l'image vraie, l'image réelle, on dit l'image la moins déformée possible. C'est une responsabilisation de celui qui présente les comptes annuels. Il ne peut plus se contenter d'appliquer servilement, j'allais dire aveuglement, des règles sans se préoccuper des éventuelles distorsions de la réalité que peut produire l'application de ces règles. Parce que les règles n'ont pas pu être conçues avec le souci de tous les cas possibles. Tous les cas possibles n'ont forcément pas été prévus. Si on ne peut pas répondre positivement à cette question, eh bien on a trois possibilités. Soit, si les règles permettent plusieurs options possibles, on verra dans certains cas c'est le cas, changer d'option, prendre une option qui permette d'obtenir l'image la plus fidèle. Soit fournir une information dans l'annexe. Mais attention, il ne s'agit pas que cette information contredise ce que disent le bilan et le compte de résultat. Il s'agit de préciser et non de contredire. L'annexe ne peut pas contredire, elle peut simplement corriger une interprétation possible, fournir une information complémentaire, pour éviter que le lecteur ne se fasse une fausse idée de la lecture. Mais elle ne peut en aucun cas venir contredire ce que disent le bilan et le compte de résultat. J'insiste là-dessus parce que beaucoup de comptables se disent « Oh, ben, je le dirai dans l'annexe. » Voilà, oh, ben non, c'est pas bon, mais je le dirai dans l'annexe. Non, c'est pas possible. Enfin, troisième possibilité, la possibilité extrême, c'est de déroger aux règles. Déroger aux règles lorsque ces règles ne mènent pas à l'image fidèle. C'est vraiment donner une grande responsabilité au comptable. On lui dit voilà, tu as des règles, mais tu les appliques vraiment en conscience. Et si cette règle que nous avons produite ne rend pas l'image fidèle, tu as l'objectif, tu as le devoir de déroger à la règle. Lorsqu'on dit être comptable de, ça veut dire être responsable de, ne l'oublions pas. Pourquoi procéder à l'inventaire? D'abord, c'est une obligation légale, la loi nous y oblige, et ensuite, c'est une nécessité pratique. Une obligation légale, la loi, c'est d'abord les impôts, chronologiquement, donc une obligation du Code général des impôts. Le résultat d'une entreprise est assujetti à l'impôt sur le revenu s'il s'agit d'une entreprise individuelle et à l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une société. Ensuite, chronologiquement, j'allais dire, parce que le Code de commerce est récent sur ce sujet-là en tout cas, l'article 8 du Code de commerce, toute personne physique ou morale doit contrôler par inventaire au moins une fois tous les 12 mois l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Remarquez bien que la loi dit contrôler et non établir, parce que la comptabilité est censée l'établir. Mais c'est reconnaître qu'il faut la corriger. Il faut contrôler parce que les corrections sont possibles. Une nécessité pratique. Pourquoi? Eh bien, pour une première raison, parce qu'il y a souvent, forcément, presque toujours des erreurs. Des erreurs à corriger, des erreurs de comptabilisation, de double comptabilisation, des pièces comptables erronées, des erreurs ou des omissions. On dit toujours sauf erreur ou omission. Les omissions, c'est les pièces qui n'ont pas été comptabilisées ou même qui n'ont pas été reçues ou même encore qui n'ont jamais été émises.
Des problèmes de date. Très important, les problèmes de date. Des divergences entre les dates d'enregistrement et les dates ou périodes d'opération. Ça occupe, risquons un pourcentage, 80% du temps du comptable lors des opérations d'inventaire. Les mouvements de stock non comptabilisés. Les mouvements de stock ne sont pas comptabilisés. On n'enregistre pas les mouvements de stock dans une comptabilité. Il peut exister un logiciel de suivi des stocks, mais il n'est pratiquement jamais intégré à la comptabilité. Les événements non constatés par un écrit. Pour comptabiliser quelque chose, il nous faut un écrit, une pièce comptable. Les vols, par exemple, les voleurs laissent rarement des pièces comptables. L'insolvabilité d'un débiteur, le débiteur ne l'annonce pas. On le constate, c'est pas quelque chose qui vient de façon brutale. Enfin, on apprend brutalement qu'il a déposé son bilan, mais si on observe l'évolution du débiteur en question, on peut constater qu'il s'enfonce. Et donc, il faut estimer à la fin de l'exercice, il va être capable de nous payer sa créance. Enfin, notre créance. Et enfin, c'est pas enfin, mais à titre d'exemple aussi, la mise au rebut d'immobilisation. Lorsqu'on met au rebut dans une immobilisation, dans une grande entreprise, il y a une procédure très stricte. Dans une PME, c'est plus rare. On la met au rebut et puis on oublie de le signaler au comptable. Effectuer l'inventaire, c'est s'assurer de l'existence et de la valeur des biens, des créances et des dettes. C'est littéralement le texte de l'article 8 du Code de commerce que je vous ai lu tout à l'heure, vous avez pu lire. Toute personne physique ou morale doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les 12 mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine. Contrôler l'existence, c'est répondre à deux questions. Première question, la plus simple, les biens, créances, dettes comptabilisés existent-ils bien? Deuxième question, en existe-t-il d'autres qui n'auraient pas été comptabilisés? Et vous vous doutez bien qu'il est nettement plus facile de répondre à la première question qu'à la seconde. Il est nettement plus facile de s'assurer que des éléments comptabilisés existent bien que de trouver ce qui manque. Par définition, ce qui manque ne se voit pas. Il est donc très important que l'organisation en place assure l'exhaustivité. Si ce n'est pas le cas, nous ne serons probablement pas capables de produire des comptes fiables. Le comptable n'est pas un faiseur de miracles. Nécessité d'une comptabilité fiable, et je dirais, il faut rajouter aussi nécessité de contrôle, de mise en place de contrôle. Parce qu'il pourra toujours y avoir quelques erreurs. Pour la valeur des éléments de patrimoine, il faut mettre en œuvre les principes comptables et les règles d'évaluation. Commençons donc par l'existence des éléments de patrimoine et à la condition essentielle, l'exhaustivité. Nous attaquerons la deuxième partie dans la deuxième partie du module. On a déjà parlé au précédent module, mais il me paraît nécessaire d'insister. La seule façon de s'assurer de l'exhaustivité des enregistrements comptables, c'est de saisir l'information à sa source. Et sa source se situe avant le domaine de la comptabilité. Sa source avec les fournisseurs, c'est la commande. Avec les clients, c'est l'acceptation de la commande. On maîtrise forcément cette information puisqu'elle prend sa source dans l'entreprise. Elle découle de la volonté de l'entreprise. Il faut donc, même si ce n'est pas de la comptabilité, saisir l'information chronologiquement d'une façon ou d'une autre. À vous de voir le mode de suivi le mieux adapté à la situation. Il faut s'adapter au terrain qui est constitué de plusieurs éléments, le type d'activité,
la façon dont l'entreprise exerce ses activités et les hommes et les femmes qui travaillent dans l'entreprise et en premier lieu, le chef d'entreprise qu'il faut convaincre, avant tous les autres, bien sûr. C'est souvent de la négociation. Et le chef d'entreprise ne se rend pas souvent compte, toujours compte, de l'importance de suivre les commandes. Lorsqu'on est en présence d'une entreprise, d'une petite entreprise qui grossit, le chef d'entreprise vous dira « mais j'ai tout, absolument tout dans la tête », ce qui évidemment est vrai jusqu'à un certain point, mais qui ne restera pas vrai tout le temps. Ensuite intervient la livraison, qui n'est toujours pas un sujet comptable, mais par contre qui est dans le domaine de la comptabilité, parce que la livraison sous-entend qu'on attend une facturation et qu'on a reçu la livraison d'un bien ou d'un service, et donc que la facture peut être due. Et pour finir, la facture, c'est-à-dire la pièce comptable, qui est le seul document enregistré en comptabilité. À la date de clôture, on doit chercher ce qui est resté dans les tuyaux. Les commandes non livrées ne nous intéressent pas, bien sûr. Par contre, pour celles dont la livraison a eu lieu, on doit retrouver un bon de livraison. Et la question à se poser, c'est est-ce que ce bon de livraison a donné lieu à comptabilisation d'une facture? Sinon, une correction doit être effectuée. Bien entendu, toutes les entreprises ne sont pas égales devant la difficulté. L'artisan qui s'approvisionne à la plateforme du bâtiment prend livraison du matériel et à la sortie du magasin, il sort sa carte bancaire et il paye. À partir du moment où le paiement a eu lieu, l'information sera sur le relevé bancaire. Il n'y a donc aucun risque qu'elle ne soit pas comptabilisée. Il y a toujours un risque, mais il est vraiment lié à l'erreur condamnable. Même chose s'il s'approvisionne toujours chez un nombre limité de fournisseurs qui lui adressent une seule facture globale par mois ou un relevé de facture par mois. Il suffit de s'assurer qu'on a bien cette facture ou ce relevé de facture pour chacun d'eux. Par contre, ça impose une vérification par rapport aux livraisons si on ne veut pas risquer de payer des biens qui n'ont jamais été livrés. C'est un autre sujet. Lorsqu'on ne maîtrise rien, mais qu'on paye bien toutes ces factures dans les délais, il reste un moyen de s'assurer de l'exhaustivité. Ce sont les règlements faits aux fournisseurs après la date de clôture. Dans beaucoup de cas, on effectue ce contrôle qui est facile à réaliser et évidemment qui peut ratisser quelques erreurs qu'on aurait laissées. Mais ce n'est possible que pour des volumes limités, bien sûr. Si on a de gros volumes, rien de tel qu'un suivi avec un logiciel de gestion de stock, mais le logiciel ne fait pas tout seul. Il faut lui entrer des données. De la manière de le faire dépend la fiabilité des informations fournies. Pour une activité de commerce, donc d'achat et vente sans transformation, le schéma est le suivant. Le stock se situe entre les achats et les ventes. Une entrée en stock déclenche une attente de facture fournisseur, de facture d'achat, pour laquelle un achat et une dette fournisseur seront comptabilisés. La liste des factures non reçues est tenue à jour par le logiciel et permet de compléter les écritures de fin d'exercice s'il y a lieu. Une sortie de stock déclenche une facture client par laquelle une vente et une créance client seront comptabilisées. Et le contrôle se fait par le contrôle physique des stocks. Mais si on veut avoir une chance de déterminer la cause des écarts entre l'information donnée par le logiciel et les existants, les contrôles physiques devront être assez rapprochés. La périodicité est à déterminer en estimant la balance entre le coût des inventaires physiques, le temps qu'on passe, c'est toujours du temps, c'est toujours de l'argent, et ce qu'ils permettent d'économiser en pertes sur stock. Un exemple extrême, Rungis, chez les grossistes bien gérés, les mouvements sont tellement importants que les contrôles physiques se font tous les jours, après la fermeture du marché.
Les livraisons fournisseurs ont été enregistrées, les factures clients ont été faites et comptabilisées. On édite l'inventaire théorique calculé sur ces entrées et sorties et on va compter dans les magasins les existants de chaque référence et pointer par rapport à l'inventaire théorique. S'il y a un écart significatif entre les deux qu'on ne parvient pas à expliquer, on va consulter la vidéosurveillance et souvent on découvre sur l'écran qu'un client est parti avec une palette et que la facture n'a pas été émise. Tantôt c'est un oubli du vendeur, tantôt c'est un acte volontaire de l'acheteur, peu importe. Si l'entreprise a une activité de production, le schéma comprend deux niveaux de stockage. C'est un peu plus complexe, celui des matières premières et celui des produits finis. Et entre les achats et les ventes, l'atelier de production ou l'usine. Le circuit suit les flèches achat vers stock de matières premières, stock de matières premières vers atelier ou usine, atelier ou usine vers stock de produits finis et stock de produits finis vers les clients, vers le service vente et le service expédition. C'est évidemment un suivi assez exigeant en temps et en rigueur. On se demandera si c'est nécessaire. Ça ne l'est pas toujours. Le degré de nécessité d'un suivi des stocks augmente avec la valeur des stocks qui dépend de la vitesse de rotation. Si on peut s'approvisionner au fur et à mesure des besoins, ce qu'on appelle la gestion en flux tendu, et que peuvent pratiquer des grosses entreprises comme les constructeurs automobiles, donc ce n'est pas toujours possible pour les petites entreprises. Si le temps de fabrication est court, c'est-à-dire que le temps d'immobilisation en atelier des matières premières est relativement court, et si on vend rapidement ce qui a été fabriqué, le montant des stocks sera évidemment plus réduit. C'est en fonction du montant des stocks, évidemment, qu'on va juger de l'importance de la mise en place d'un inventaire permanent. De l'importance et aussi du risque de coulage, de vol. Nécessité d'une comptabilité fiable, c'est un point essentiel pour la fiabilité des comptes annuels. Si la comptabilité a été mal tenue, il est très peu probable que les comptes annuels soient fiables. On passera beaucoup plus de temps à effectuer des contrôles et des recoupements, mais les comptes produits seront très probablement entachés d'erreurs ou d'omissions mal maîtrisées. Et le risque de redressement fiscal, éventuellement, sera élevé. Une comptabilité fiable dépend de l'existence et du bon classement et de la qualité des pièces comptables. La qualité des pièces comptables, j'insiste, j'ai déjà insisté sur la question, il ne faut pas accepter de ces fournisseurs des pièces comptables qui ne vous satisfont pas sur le plan de la transparence. Il faut que la pièce comptable exprime la réalité de l'opération et qu'on ne se pose pas de questions sur ce qu'elle signifie. Alors, on s'en posera peut-être, mais les réponses doivent être quasi évidentes. De la qualité des procédures administratives et comptables propres à assurer l'exhaustivité et l'exactitude de l'information. Tous les gestes à accomplir avec les pièces comptables jusqu'à la comptabilité. Et ne pas oublier que les comptes annuels se préparent dès le début de l'exercice. On va voir les contrôles qu'il faut effectuer pour d'une part détecter d'éventuelles erreurs ou omissions et d'autre part compléter les écritures comptables, par exemple les amortissements, les provisions, les charges qui sont à cheval sur 2 exercices, etc. Mais les contrôles, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas fait pour corriger un grand nombre d'erreurs, mais plutôt pour s'assurer qu'il n'y en a pas beaucoup, qu'il n'y en a pas. Par ailleurs, la correction d'une erreur prend un temps très important. Au-delà d'un certain pourcentage d'erreurs, non seulement les chances d'obtenir des comptes annuels fiables seront faibles, mais les travaux d'inventaire prendront un temps infini. Il nous est arrivé presque chaque année dans notre cabinet d'expertise comptable qu'un chef d'entreprise, ne faisant pas partie de notre clientèle,
vienne nous voir avec sa comptabilité sous le bras en nous demandant de, entre guillemets, faire le bilan. C'est l'expression consacrée de la part des non-comptables. Il n'y a que le bilan. Nous pouvions rarement accepter parce que c'était en période de surcharge de travail, mais il nous arrivait de le faire. Il fallait en très peu de temps nous faire une opinion sur la qualité de la tenue de la comptabilité, et il nous arrivait de nous tromper, et rarement dans le bon sens. Personnellement, j'avais tendance à considérer qu'au-delà de 10% d'erreurs, ce qui est évidemment très élevé, était plus avantageux à la fois en termes de fiabilité et de temps de travail de refaire toute la comptabilité, à condition que les pièces comptables soient disponibles et exhaustives, bien entendu, ce qui n'était pas garanti non plus. La plupart du temps, le client repartait avec sa comptabilité sous le bras et allait voir un confrère, puis sans doute un autre et un autre encore. Dites-vous bien que les comptes annuels se préparent dès le début de l'exercice. Et une comptabilité fiable, c'est en général une comptabilité qui a été tenue régulièrement tout au long de l'exercice. Quand il s'écoule un long temps entre des opérations et leur comptabilisation, si vous avez un doute sur une pièce comptable, la mémoire n'est plus là pour l'interpréter. Quoi qu'il en soit, on n'arrête pas des comptes sans mettre en œuvre des contrôles adaptés. Adaptés à quoi? Adaptés à l'activité de l'entreprise, adaptés aux faiblesses des procédures administratives de l'entreprise. C'est aussi quantitatif. C'est effectivement si on sait que certaines procédures sont faibles, on va insister sur tel ou tel contrôle visant à retrouver des informations perdues, enfin qui ne se sont pas comptabilisées, et des contrôles adaptés au type de compte concerné. Jusqu'où pousser ces contrôles? Il n'y a pas d'autre limite que le raisonnable. Le commissaire aux comptes va plus loin dans ses contrôles que celui qui établit les comptes annuels, parce qu'on lui demande de certifier les comptes. Mais lui-même ne fait qu'émettre une opinion. La certitude absolue n'existe pas en matière de fiabilité des comptes annuels. Même un bon professionnel peut passer à côté de la vérité. Et je peux vous dire que j'ai vu des exemples, même parmi de très grands professionnels, enfin des professionnels ayant une très grosse réputation. Mais vous avez certainement entendu certains scandales pour des sociétés qui avaient été certifiées et dont les comptes n'étaient pas certifiables. Vous allez me dire que la certitude absolue n'existe en aucune matière, c'est parfaitement vrai, mais on a tendance à croire que parce qu'il s'agit de chiffres, on a affaire à une science exacte. C'est totalement faux. La comptabilité n'est pas une science exacte. Les contrôles doivent donc être adaptés aux différents types de comptes. Quels sont ces différents types de comptes? On en distingue trois. Dans les comptes de bilan, vous avez les comptes de position et les comptes d'inventaire qui sont donc tous les deux des comptes de bilan, et dans les comptes de résultats, les comptes d'accumulation. Les comptes de position, comme leur nom l'indique, ont un solde qui marque la position d'une créance ou d'une dette à une date donnée. Donc ce solde peut prendre toutes les positions, débiteur, créditeur ou soldé. Ce sont par exemple les clients, les fournisseurs, la banque, les comptes associés, etc. Certains d'entre eux sont dits analysables. C'est normalement le cas des clients et des fournisseurs qui présentent d'un côté des factures et de l'autre des règlements de ces factures. On peut donc en général pointer les règlements avec les factures et ce qui n'est pas pointé représente les factures non réglées, ainsi que les paiements qui ne correspondraient pas à des factures parce qu'elles se sont en général des acomptes versés. On peut ainsi analyser le solde, c'est-à-dire présenter l'addition de factures et d'acomptes qui correspondent à ce solde. Bien sûr, il n'y a pas que les soldes des comptes clients et fournisseurs qui peuvent s'analyser, le peuvent aussi les rémunérations dues, qui d'ailleurs sont soldées lorsque la paye est réglée, les organismes sociaux, URSSAF et autres, la TVA à payer, et ce n'est pas limitatif.
Remarquez bien qu'au contraire, un compte client ou un compte fournisseur peut très bien devenir non analysable. Il suffit que votre client vous paye par somme ronde sans jamais solder une facture pour que le compte devienne non analysable. En général, ce sont des clients qui ont des difficultés de paiement ou qui font cela pour noyer le poisson, c'est-à-dire pour qu'on ne sache plus quoi leur réclamer. Et ça marche. Il faut évidemment s'opposer à ce type de pratique, mais si on n'a pas pu le faire, il faut périodiquement et au moins une fois par an demander une confirmation du solde à ses clients ou à ses fournisseurs si c'est vous qui payez par somme ronde. Soit on lui envoie un relevé de compte et on lui demande de l'approuver, soit on lui demande de fournir lui-même son relevé de compte. C'est ce qu'on appelle la vérification de la réciprocité des comptes. C'est une méthode qu'un auditeur contractuel ou légal, l'auditeur légal c'est le commissaire aux comptes, pratique et qu'on appelle la circularisation des clients ou la demande de confirmation de solde. Circularisation parce que ça ressemble à une circulaire adressée à des clients. Les comptes non analysables, ce sont ceux dans lesquels les montants au débit n'ont pas de correspondance au crédit. Les comptes bancaires, par exemple. Au débit, on y trouve des encaissements, crédit des dépenses, mais sans aucun lien avec les encaissements. On ne peut donc pas pointer les débits avec les crédits comme dans un compte client. Il y a aussi les comptes d'associés, les comptes de l'exploitant, enfin les comptes pour lesquels qui se comportent comme des comptes dits comptes courants. Enfin, les comptes d'accumulation sont les comptes de produits et charges dont les soldes sont constitués par l'empilement des charges ou des produits depuis le début de l'exercice jusqu'à la fin, et sauf correction négative, dont les mouvements sont donc toujours dans le même sens, les charges au débit, les produits au crédit. Face à ces différents types de comptes, quels sont les contrôles de base à mettre en œuvre? Sauf pour les comptes de position non analysables, dans notre jargon, on parle d'explication de compte ou encore de justification de solde. Cela veut dire qu'on cherche à donner une explication au solde de chaque compte. On doit pouvoir justifier ce solde. Faites comme si vous deviez répondre à la demande d'explication d'un tiers sur chaque solde de compte. Et méfiez-vous des apparences qui peuvent cacher des anomalies. Les comptes analysables font toujours l'objet d'une analyse de solde. Comme on vient de le dire, cela consiste à décomposer son solde, donc à le présenter comme une addition de factures d'avoir et de règlement d'acompte. Mais on peut aussi, on vient d'en parler également, demander à un client ou à un fournisseur un relevé de compte. Nettement plus facile à obtenir d'un fournisseur parce qu'il attend un règlement. Le client, lui, c'est vous qui êtes son obligé. Le rapprochement bancaire en est un exemple. Il n'est autre qu'un contrôle à partir d'un relevé externe, celui de la banque. Pour un compte analysable présentant une créance ou une dette, une pratique s'avère utile, mais il faut bien en mesurer la limite. Il s'agit de vérifier son dénouement. On en a déjà parlé d'ailleurs. C'est-à-dire son paiement après la date de clôture. Cela n'est possible, bien entendu, que si quelques mois ont déjà passé après la date de clôture lorsqu'on arrête les comptes. Vous arrêtez des comptes au 31 décembre, par exemple, 31 décembre 2024. Normalement, les dettes fournisseurs existantes à cette date doivent être réglées début 2025, et il en est de même pour les créances clients. Cette vérification peut se faire dans les deux sens, c'est-à-dire soit en partant des créances et dettes existants au 31 décembre 2024 en comptabilité, soit en partant des règlements de 2025. Le plus souvent, pour les créances clients, je recherche si elles ont été réglées l'année suivante. Ça règle la question de la recouvrabilité de ces créances, donc de leur valeur en même temps que de leur existence. Attention, ça ne dit toutefois pas si elles existaient bien à la date de clôture. Et pour les fournisseurs, on balaye tous les paiements du début de l'année suivante. On recherche à quelle facture correspondent ces paiements. Et s'il s'agit de facture 2024, on vérifie qu'elle figure bien
dans les dettes au 31 décembre 2024. Pour un compte d'inventaire, le contrôle, évidemment, c'est l'inventaire physique qu'il faut faire, rappelons-le, à une date très proche de la date d'arrêté de compte. Cela consiste à compter les unités en stock et à les valoriser par multiplication par un prix unitaire. On verra lequel. Je peux vous dire que tous les jeunes comptables travaillant dans un cabinet comptable n'ont pas toujours leur réveillon. On les envoie, c'est les petits nouveaux, on les envoie contrôler les inventaires physiques des clients. Là, on parle évidemment de dossiers de commissariat aux comptes. Et pour les comptes d'accumulation, on ne peut pas toujours faire un contrôle autre qu'un rapprochement de mouvement avec les pièces justificatives. Mais on peut faire un contrôle de masse ou par recoupement lorsque le solde représente un montant connu, tel qu'un loyer annuel, le montant total des salaires déclarés à l'URSSAF, etc. On peut aussi faire un contrôle, on doit même faire un contrôle de vraisemblance sur les taux de marge lorsqu'on est vendeur de marchandises. Et bien entendu, on peut toujours procéder à des rapprochements avec des pièces justificatives ou à des contrôles d'opération en suivant une opération de bout en bout, depuis une commande jusqu'au paiement par exemple, mais c'est très consommateur de temps, on ne peut le faire que par sondage, et c'est plutôt pour s'assurer que la comptabilité est fiable, plutôt que pour détecter des anomalies. Mais quel que soit le type de contrôle mené, il faut qu'il soit mené avec un sens critique prononcé, c'est-à-dire la volonté de débusquer les anomalies. Un instinct de chasseur d'anomalies, si vous voulez. Lorsqu'on a besoin d'étendre les contrôles, il y a un type de contrôle, plutôt une qualité, dont notre fabuliste La Fontaine parle dans la fable intitulée L'œil du maître, que je vous invite à relire. C'est l'art de déceler l'intrus dans un environnement encombré. Dans l'œil du maître, c'est un cerf venu se cacher dans une étable. Aucun des valets de la ferme ne le détecte, mais l'homme au centieux, c'est-à-dire le maître de la ferme, sent l'intrus et le détecte. Cette qualité est le fruit de l'entraînement et de la motivation. Rien ne s'oppose à ce que vous soyez motivé à trouver l'intrus dans la liste des écritures d'un conte ou d'un journal. Il faut exercer son œil. Nous allons maintenant passer quelques minutes sur deux contrôles de base, le rapprochement bancaire et le lettrage. Mon propos n'intéressera peut-être que les débutants, bien qu'il y ait quelques réflexions qui devraient intéresser tout le monde. À vous de juger donc si vous souhaitez sauter la séquence ou pas. Le premier contrôle, le rapprochement avec un relevé externe, le rapprochement bancaire. Le rapprochement bancaire, c'est le premier des contrôles à effectuer pour s'assurer que la comptabilité tient bien compte de toutes les opérations bancaires. S'il vous manque des écritures de banque dans la comptabilité, n'importe quel autre compte peut être touché. Donc si vous commencez par un autre compte que la banque, il faudra peut-être recommencer. Le rapprochement bancaire, c'est le rapprochement avec un relevé externe. On peut procéder à un rapprochement avec n'importe quel compte de tiers, fournisseur client, comme on en a parlé, mais pour la banque, c'est une obligation pratique. C'est inadmissible d'arrêter des comptes sans avoir vérifié que le compte banque dans votre comptabilité n'est pas en concordance avec votre compte dans la comptabilité de la banque. Tout le monde le sait, le contrôleur des impôts le sait aussi. Si vous ne lui fournissez pas un état de rapprochement bancaire, il sera peut-être très en colère. Faire un rapprochement bancaire, c'est s'assurer que notre comptabilité tient bien compte de toutes les opérations bancaires. Un simple particulier qui tient ses comptes ne peut éviter de le faire, sinon ses comptes seront faux à un moment donné, parce que le zéro erreur n'existe pas. Mais je constate que beaucoup de gens le font sans savoir qu'ils font un état de rapprochement bancaire. Tout comme M. Jourdain ne savait pas qu'il faisait de la prose. Normalement, tout ce que la banque a enregistré devrait correspondre à des opérations faites par l'entreprise ou acceptées par l'entreprise.
Mais pour certaines opérations, la banque est avertie en premier avant son client. Ce sont les frais financiers, bien sûr, puisque c'est la banque qui les facture, mais aussi les virements reçus, parce qu'on n'a presque jamais de pièces comptables pour un virement reçu, et dans une moindre mesure, les prélèvements. Dans une moindre mesure, parce qu'en général, le fournisseur qui prélève avertit son client avant l'opération. On dirait que le client qui règle son fournisseur peut aussi lui envoyer un mail, enfin l'avertit qu'il le paye par virement. Mais dans l'entreprise, on le relève peut-être moins souvent. L'entreprise comptabilise donc les virements reçus et les prélèvements à partir de l'information donnée par la banque, et la plupart du temps, c'est la ligne apparaissant sur le relevé bancaire. Donc, avant d'établir l'état du rapprochement bancaire, l'entreprise complète ses écritures. C'est la première étape. Ensuite, deuxième étape, elle pointe les opérations du relevé bancaire avec celles du compte bancaire, en partant du relevé bancaire et pas l'inverse. Pourquoi pas l'inverse? Ben justement parce qu'après avoir complété les écritures, tout ce qui se trouve sur le relevé bancaire devrait maintenant se trouver dans notre comptabilité, alors que l'inverse n'est pas vrai. Il vaut mieux chercher évidemment une somme qui existe à coup sûr. Et puis c'est une méthode, on va suivre le relevé du haut jusqu'en bas, on n'en oubliera pas. Donc après ces deux étapes, toutes les lignes du relevé bancaire devraient être pointées, sauf si la banque a commis une erreur ou peut-être anticipé une opération que vous ne souhaitez pas comptabiliser. Mais les erreurs des banques sont plutôt rares aujourd'hui. Il reste, troisième étape, à lister les opérations en rapprochement. Évidemment, votre logiciel le fera tout seul. Ce sont par exemple des chèques émis non encore encaissés ou des opérations très récentes que la banque n'a pas encore enregistrées. Mais ce sont aussi des erreurs de comptabilisation à corriger, des possibles doubles enregistrements par exemple. Enfin, on vérifie mathématiquement que l'addition de ces opérations non pointées explique bien l'écart entre le solde du relevé et le solde comptable. Donc c'est l'addition mathématique, solde du relevé, plus ou moins somme en rapprochement égale somme, solde en comptabilité. Bien sûr, on peut faire l'inverse, peu importe. Lorsqu'on utilise un logiciel comptable, ce rapprochement est fait automatiquement par le logiciel. S'il n'est pas exact, c'est-à-dire si votre pointage est déséquilibré, autrement dit, vous n'avez pas pointé les mêmes sommes sur le relevé et en comptabilité, il vous donne un écart. À vous de recommencer. Il faut repointer. Les logiciels vous proposent d'importer les relevés de la banque dans le logiciel comptable pour vous faciliter le pointage et le contrôler, ce qui évite effectivement tout écart. Il faut qu'il y ait une grande quantité d'écriture pour que l'opération soit rentable. On perd beaucoup de temps en manipulation de fichiers. Évidemment, si vous avez des volumes du style 10 pages de relevés bancaires bien avec des lignes serrées, 10 pages par mois, peut-être avez-vous intérêt à le faire. Sinon, évitez. Une erreur grossière de tous les débutants. Ils ont leur contrôle mathématique, ils sont tout contents, ils s'arrêtent là. Ils oublient la dernière étape qui est la plus importante. Analyser chaque écart et prendre les mesures correctives qui s'imposent, soit dans les écritures, soit dans les opérations elles-mêmes. Un chèque ancien peut provenir d'une négligence du bénéficiaire du chèque, mais il peut aussi provenir d'un double enregistrement de ce chèque ou d'une autre erreur. Si vous saisissez bien les numéros de chèque, le plus rapide sera de rechercher ce numéro de chèque dans le logiciel pour vérifier s'il n'apparaît pas deux fois. Autrement, une recherche par montant est normalement efficace aussi. Mais comme le montant non retrouvé peut avoir été comptabilisé pour un montant différent, vous devrez aller voir dans le compte fournisseur ou le compte de charge correspondant
pour vérifier s'il n'y a pas un double enregistrement de règlement et probablement aussi un double enregistrement de facture. C'est une véritable enquête. Si dans les films policiers vous trouvez tout de suite le criminel, vous trouverez rapidement la réponse en réfléchissant un peu. Et bien entendu, vous corrigerez les erreurs. Et après 1 an, vous annulerez les chèques non présentés peut-être. Au choix, vous les signalerez aux bénéficiaires ou vous les enregistrerez en profit. Avec quelle périodicité doit-on effectuer un état de rapprochement bancaire? Eh bien, on a intérêt à multiplier les rapprochements bancaires, c'est-à-dire à les rendre très fréquents, surtout que les logiciels facilitent cette opération. Très fréquent, et ceci pour 2 raisons, 3 raisons même. Premièrement, pour fiabiliser de façon permanente le solde comptable du compte bancaire, qui doit donner une information gestionnaire, on puisse se fier au solde donné par la comptabilité pour prendre la décision d'une dépense. Deuxièmement, pour alléger la tâche, moins il y a de mouvements à pointer, plus ça va vite. Et troisièmement, pour limiter les conséquences des erreurs de pointage. Je vous le disais, si vous vous trompez dans le pointage, c'est-à-dire si vous pointez 2 sommes non identiques, vous ne vous apercevrez du problème qu'à la fin du travail, lorsque vous ferez le calcul de vérification, c'est-à-dire le calcul qu'on a fait en 4 ici, et vous devrez tout recommencer. Alors évidemment, si vous avez pointé 15 sommes repointées, ça ne vous prendra pas trop de temps. Si par contre vous en avez pointé 100, ce sera différent. Limiter le nombre de sommes à pointer, c'est rendre l'erreur moins fréquente et les conséquences de l'erreur moins douloureuses. Mais cela, l'expérience vous l'apprendra sans risque. Ou bien vous l'avez déjà appris d'ailleurs. Pour que cela ne reste pas théorique, je vous montre un état de rapprochement bancaire très simple, sans l'assistance d'un logiciel de comptabilité, mais ici avec l'assistance de ce brave Excel. Quand on fait un rapprochement bancaire, on le fait pour une période donnée. Mais on ne peut pas faire abstraction des périodes précédentes. On ne peut en faire abstraction que si le solde comptable, au début de la période, est identique au solde du relevé. Vous voyez que ce n'est pas le cas ici. À droite, j'ai le relevé de la BNP avec un solde au 10 mars 2024 de 68 678,10 et à gauche, j'ai le compte BNP dans notre comptabilité avec un solde de 62 222,23. Cela veut dire qu'il y avait déjà des sommes en rapprochement au 10 mars. On voit effectivement dans le haut du tableau l'état de rapprochement bancaire au 10 mars. On y voit bien le solde de 68 678,10 et le solde comptable de 62 222,23. Et entre les deux, un total de sommes non débitées par la banque de 6 455,87, dont on voit ici le détail à gauche. C'est un prélèvement EDF et un chèque qui font bien 6 455,87. Donc déjà, c'est une très bonne nouvelle pour votre état de rapprochement bancaire. Il démarre bien, parce qu'effectivement, si vous démarrez un état de rapprochement bancaire avec une différence de solde antérieure sans en connaître l'origine, eh bien vous n'êtes pas très bien. Donc on va pointer en partant du relevé. Pourquoi du relevé? Je vous l'ai dit, c'est parce que sur le relevé, normalement, on a toutes les écritures, on devrait avoir toutes les écritures qu'on a en comptabilité, mais l'inverse n'est pas vrai, la réciproque n'est pas vrai. Alors j'ai une remise de chèque de 5 000 €, je cherche rapidement. Alors, évidemment, les montants, évidemment, vous allez vous polariser sur les montants, mais il ne faut pas oublier que des montants peuvent être en double. D'ailleurs, vous voyez d'ailleurs des sommes un peu rondes. Il ne faut pas hésiter à relever les dates pour vérifier qu'il y a bien
il y a bien correspondance des dates, enfin pas forcément correspondance, mais il faut que les dates soient cohérentes l'une par rapport à l'autre. Et éventuellement, quand il y a une référence comme le numéro de chèque, il faut que évidemment le numéro de chèque soit le même. Donc je vais y mettre une petite croix ici sur ma remise de chèque que je retrouve en comptabilité ici. Et je continue. J'ai un chèque ensuite de 4222,53. Je mets une petite croix et je le trouve ici. Je cherche 1222,54 que je trouve ici, donc je peux la pointer. 29 903,23, un gros chèque que je trouve ici, donc je le pointe. 10 000 € de remise de chèque que je retrouve ici, donc je la pointe. Voilà. 932,45 carte bancaire, voilà. 15 000 de remise de chèque, voilà. 15 333, un chèque 317, il est ici. 3 292, je le vois ici. Et 4 233,43, je ne le trouve pas ici, mais il était en état de rapprochement, c'était le prélèvement EDF, il était en rapprochement bancaire au 10 mars. Probablement, je l'ai comptabilisé peut-être à une date erronée, puisque le prélèvement, c'est vraiment une date contractuelle évidente. Souvent, on a tendance à confondre la date de facturation et la date de règlement. Donc voilà, je l'ai fait. Bon, ici, j'ai pu, je peux relever les sommes non pointées. Ici, j'ai 22 324 € de recettes débit, recettes non pointées. Donc à mon relevé, je dois rajouter des remises non encore créditées, et je vais en retirer des chèques non débités de 24 621,06. Ici, j'ai une, bon, je ne peux pas vous montrer, j'ai une formule somme-ci, somme.ci, pour totaliser tout ce qui n'est pas pointé. Alors, souvent, les gens s'arrêtent là, mais comme la chose la plus importante n'est pas faite, c'est d'analyser les causes, d'analyser les sommes en rapprochement pour vérifier que ces sommes en rapprochement ne seront plus en rapprochement le mois prochain peut-être, ou si c'est normal qu'ils ne le soient plus. Bon, on a un chèque du 10 mars qui n'est pas pointé, un chèque de 2222,43. 10 mars, on est le 31 mars, il n'est pas remis en banque, bon, c'est possible. Souvent, on connaît d'ailleurs les habitudes des bénéficiaires de chèques. On s'aperçoit que certains sont rapides, d'autres pas, donc on peut réagir en fonction d'autres chèques. 13 mars, un prélèvement, ça c'est plus bizarre, un prélèvement qu'on a comptabilisé le 13 mars. Bon, il y a peut-être eu un problème de date à vérifier. Un chèque du 22 mars, ça paraît plus normal. Une remise de chèque du 29 mars, pas encore crédité le 31, on ne sait pas si le 31 c'est pas un dimanche, donc c'est pas impossible. Voilà, mais le point important, c'est de ne pas se contenter du pointage, mais aussi d'analyser les causes. Deuxième exemple, le lettrage d'un compte de tiers. Le lettrage d'un compte client ou d'un compte fournisseur. Donc il consiste à éliminer dans un compte de tiers toutes les créances ou dettes soldées afin de ne montrer que les créances, dettes ou règlements qui composent le solde. Et ça sert évidemment à détecter des erreurs de comptabilisation dans le cas où on trouverait un règlement sans facture en face, sauf si ce règlement est motivé par un acompte.
détecter éventuellement des oublis de règlement, surtout si c'est un oubli d'un client. Alors bien sûr, cela nécessite que les montants des règlements correspondent exactement au montant des créances ou des dettes, avec des arrondis qu'on pourra éliminer. Pourquoi ce mot de lettrage? Le mot de lettrage parce que pour permettre de montrer les correspondances entre les créances et les dettes et les règlements, c'est-à-dire pour montrer avec quelle créance ou dette un règlement a été rapproché, on a l'habitude de mettre une lettre et non pas un simple pointage. Une lettre pour permettre de retrouver a posteriori avec quel règlement une facture a été pointée ou avec quelle facture un règlement a été pointé. Bien sûr, on n'utilise pas deux fois la même lettre. Alors vous allez me dire pourquoi des lettres et pas un chiffre, pas un nombre. Je vous laisse deviner. Pourquoi plutôt des lettres qu'un nombre? C'est pour ne pas confondre ce marquage qui va figurer juste à côté de la zone montant, pour ne pas le confondre précisément avec les montants en euros. Dans le menu d'un logiciel, lorsque vous voyez lettrage, il s'agit de cela, avec un contrôle d'égalité des sommes lettrées avec la même lettre. Donc il ne peut pas y avoir d'erreur mathématique. Il peut y avoir des erreurs, évidemment, de lettrage si vous lettrez quelque chose avec une facture qui ne correspond pas, mais il faut qu'elle corresponde en montant. C'est pas forcément la facture qui est réglée, mais elle doit évidemment, le logiciel ne vous laissera pas lettrer plusieurs sommes qui ne se balancent pas. Lorsque vous voyez par contre le mot pointage, c'est un simple marquage sans contrôle, comme dans le rapprochement bancaire. Alors un conseil, il vaut mieux partir des règlements et rechercher les créances ou dettes correspondantes. C'est la même chose que le rapprochement bancaire tout à l'heure, lorsque je vous disais qu'il fallait partir du relevé bancaire, parce qu'effectivement, un règlement, normalement, règle une facture, règle une créance ou une dette, donc il doit y avoir une facture ou un avoir, alors que dans le sens inverse, si on regarde une facture, elle n'est pas forcément réglée. Sauf présence d'acompte, bien entendu. Il faut se méfier des similitudes de montants. Il faut contrôler les références. Je vous disais la même chose pour le rapprochement bancaire tout à l'heure. Mais pour un compte client, il faut s'assurer que le client, surtout lorsque les montants sont identiques, lorsque les facturations sont des facturations d'abonnement mensuel, que le client vous règle bien la bonne facture, c'était la facture la plus ancienne, et non pas la plus récente, en oubliant au passage une facture ancienne. Il faut rechercher l'information donnée par le client, si évidemment il en donne, vous allez me dire. C'est sûr que une fois que vous aurez contrôlé la similitude de référence, il n'y aura pas à y revenir, vous aurez vraiment, votre lettrage sera vraiment fiable. Une remarque, lorsqu'on utilise un logiciel de comptabilité, aujourd'hui on utilise toujours un logiciel, le lettrage d'un compte est moins aléatoire que le rapprochement bancaire. Dans un rapprochement bancaire, on pointe un compte avec un document extérieur à la comptabilité. Si on n'a pas importé le relevé bancaire, le pointage n'est pas contrôlé. On peut donc pointer par erreur deux sommes de montants différents. C'est ce que je disais tout à l'heure. À quel moment fait-on le lettrage? Au fur et à mesure des enregistrements de règlement ou périodiquement de manière groupée? Si vous le faites à chaque enregistrement de règlement, vous voyez tout de suite si le règlement correspond bien à une ou plusieurs créances ou dettes de même montant, des factures si vous préférez. S'il y a un doute pour un compte client notamment, vous pouvez rechercher l'information donnée par le client. Bref, comme on dit, il n'y aura plus à y revenir. Par contre, ça ralentit la saisie,
Ce n'est pas toujours la solution que l'on retiendra lorsque on veut fluidifier la saisie. Ça la rend un peu plus lente. Je vous propose un petit exemple de lettrage a posteriori, donc évidemment pas un lettrage à la saisie, un compte client. Ah, j'ai déjà le résultat du lettrage, donc on va l'effacer. Donc on a un compte client classique avec au débit des factures et au crédit des règlements. Nous partons donc des règlements comme indiqué précédemment. J'essaye de partir du premier règlement, 5 000 €, et je ne trouve pas de facture de 5 000 €. Bon. Ben, je passe au suivant, 9 866,76. Je ne trouve pas de facture de 9 866,76. Je passe mon tour, je passe au suivant. Pourquoi je passe au suivant? Pour y revenir, bien entendu, mais pour éliminer dans les factures des factures qui seraient réglées par des règlements que je peux pointer facilement. Et je peux effectivement pointer facilement ce virement du 16 août de 7232,22, puisque je vois qu'il y a une facture ici. Alors, quelle lettre adopter? Alors, bon, je peux adopter n'importe quelle lettre, A, B, C, D, etc. Pour une petite entreprise, ça peut être intéressant d'adopter un lettrage qui vous parle, un lettrage qui corresponde au mois de règlement. Par exemple, ici, c'est le 16 août. Je donne comme lettre AOU, août. Et je vais mettre le même AOU ici. Et Excel gentiment me dit que je n'ai pas d'écart de lettrage, vous voyez. C'est ce que vous dira votre logiciel de comptabilité. Les 8932 sont en septembre, et je vois bien que j'ai un 8932 ici. Voilà. Et là, ici, j'ai 9 et 5, 14 866,76. Je vois assez rapidement que ces deux factures font ce montant-là. Donc, j'ai plus qu'à mettre ici juillet à l'anglaise, JUL. Bon, j'ai mis JIL, JUL, JUL et JUL. Voilà. Et le logiciel me dit que je n'ai pas d'écart de lettrage. Je peux rapidement, grâce à ce filtre, faire apparaître que les factures non lettrées, et je vois que je peux décomposer mon solde de 26 293,83 en 5 factures. Et bien sûr, comme pour le rapprochement bancaire, une fois qu'on a fait l'opération mathématique de pointage, il faut se demander si c'est normal que ce brave client nous ait payé. D'ailleurs, on voit, si on regarde bien, on voit qu'il a payé des factures relativement récentes et qu'il a oublié d'en régler. Il a payé une facture de juillet. Ici, il a payé et il ne m'a pas payé toutes les factures. Donc, la question, évidemment, c'est de savoir s'il n'y a pas un litige sur ces factures de juillet anciennes. Je n'ai pas mis à quel moment je calcule le solde, mais on voit que c'est après le 15 octobre, de toute façon. Donc ça fait déjà 3 mois qu'il ne m'a pas payé ces factures de juillet. Le comptable donc doit savoir si cette créance ne présente pas un risque de recouvrement, et on verra cela lorsqu'on abordera les provisions pour dépréciation, que cela évidemment a une incidence sur l'établissement du bilan. Les comptables débutants ont beaucoup de mal à comprendre à quoi servent les contrôles de charges et de produits. En effet, un contrôle de charge est somme toute borné en début d'exercice par une dette, par le contrôle de la dette correspondante qu'on a effectuée, et par le contrôle de cette même dette en fin d'exercice, si dette il y a, bien sûr. Donc le compte de charge devrait correspondre à la charge de l'année.
Est-ce que cela ne suffit pas de contrôler la dette en début et en fin d'année? La plupart du temps, les gens pensent que leur contrôler les comptes de charge est superflu. Eh bien non, on peut trouver une anomalie et je vous en trouve un exemple, par exemple avec un compte d'URSSAF. Au 31 décembre 2024, on trouve dans les comptes une dette d'URSSAF correspondant exactement au relevé du quatrième trimestre 2024, c'est une petite entreprise, et au 31 décembre 2025, parce que ce genre d'anomalie, effectivement, ne peut arriver que dans des petites entreprises, et au 31 décembre 2025, la dette d'URSSAF est bien comptabilisée pour l'équivalent de la déclaration du quatrième trimestre 2025. Et pourtant, moi je vous dis que dans le compte de charge, il y a 5 trimestres comptabilisés. Comment est-ce possible? Eh bien tout simplement parce que la dette d'URSSAF du quatrième trimestre 2025 a dû être payée par anticipation en décembre. En fait, elle n'est pas payée par anticipation, elle est comptabilisée par anticipation. C'est-à-dire que je vais la retrouver dans mon état de rapprochement bancaire. Elle ne sera pas évidemment débitée par l'URSSAF, mais elle est dans les comptes, elle est déduite du compte de banque, et manuellement, automatiquement, le comptable a comptabilisé la dette d'URSSAF du quatrième trimestre 2025 en charge et en dette. Donc si je regarde le compte de dette, il me paraît normal. En début d'année, il me paraissait, enfin en fin d'année précédente, il me paraissait normal. Et pourtant, dans le compte de charge, je me retrouve avec 5 trimestres. Bon, c'est un exemple pour vous montrer que le contrôle des charges n'est pas inutile. Deux exemples pour des contrôles de charges, pour des comptes faciles à contrôler. Un compte de loyer qui doit contenir 4 trimestres de loyer. Là, on ajoute les 4 trimestres ou on multiplie par 4 s'il n'y a pas eu de révision au milieu de l'année. Le rapprochement se fait avec les clauses du bail, qui permet de vérifier que les montants y correspondent. Ça permet même en même temps de vérifier que les factures de loyer sont bien cohérentes avec le bail. Et ce sera pareil pour tout ce qui est périodique. Un crédit bail, une location longue durée, un abonnement, des frais de banque, tout ce qui est périodique, on doit le retrouver facilement dans les comptes de charge. Pour les comptes tels qu'électricité, eau, internet, on s'assure au moins qu'on a 12 factures et que les montants sont vraisemblables. S'ils ne sont pas vraisemblables, on consulte les factures dont les montants seraient inhabituels. Un autre exemple, un compte de charge sociale. Tous les comptes de charge sociale devraient être contrôlés de cette façon-là. On peut les reconstituer en multipliant les bases par les taux. Ne retenez pas les taux de l'exemple, ce sont d'anciens taux. Le compte de salaire sera rapproché de la déclaration annuelle des salaires et les charges fiscales, normalement, sont faciles à identifier. S'il y a un emprunt, on doit retrouver les charges d'intérêt présentées par le tableau d'amortissement d'emprunt. Bien sûr, tout n'est pas aussi simple à vérifier, notamment les achats et les ventes. On peut tout juste vérifier la vraisemblance des taux de marge, mais 1 ou 2% peuvent représenter des sommes significatives. Le taux de marge ne constitue pas un contrôle. Disons que c'est un vrai garde-fou, mais un filet à grosse maille. Il faut alors pouvoir faire confiance dans les procédures d'enregistrement des factures. Mais il faut s'adapter aux circonstances et faire feu de tout bois. Il faut s'adapter au terrain pour trouver des moyens de contrôle lorsqu'on peut en trouver. Ainsi, un exemple, dans un aéroclub dont je vérifie les comptes, le poste carburant est bien sûr un poste important. Il se trouve que l'aéroclub, comme tous les aéroclubs d'ailleurs, s'approvisionne chez un pétrolier exclusivement. Ici, nous approvisionnons chez Total avec des cartes Total.
Et Total, comme tout pétrolier, peut fournir à ses clients la liste de tous les approvisionnements de l'année. Il ne faut pas se priver de la demander, cette liste, chaque année, assez tôt, parce qu'il ne conserve l'historique que d'un certain nombre de mois. Et pour très peu de temps concerné, vous consommez, vous allez y passer 5 minutes, vous vérifiez d'un seul coup toute la charge de carburant de l'année, qui est un gros poste de charge. Bien entendu, pour faciliter ce contrôle, on a amélioré le plan comptable en isolant les achats Total dans un compte séparé. Les approvisionnements auprès d'autres pétroliers sont comptabilisés dans un autre compte. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise de bâtiment qui effectue des chantiers d'importance significative, la mise en œuvre d'une comptabilité analytique par chantier présente plusieurs intérêts. Sa mise en œuvre suppose que lorsqu'on comptabilise un achat, une prestation de service ou une location de matériel pour un chantier, ainsi que ses facturations, on adopte une deuxième classification par chantier. Dans beaucoup de logiciels, certaines versions de logiciels, on a cette possibilité d'avoir une deuxième zone de compte analytique. On peut faire deux classifications, une classification plan comptable général et une classification au choix. Pour le chef d'entreprise, cela lui permet de comparer le coût du chantier à l'étude de prix préalable, lorsqu'il a fait le devis, et d'expliquer les écarts et d'en tirer les leçons pour de futurs chantiers. Cela permet de mettre à jour d'éventuelles anomalies, autant sur les charges que sur les facturations aux clients. Pour le comptable, cela permet de détecter les chantiers non terminés et de valoriser les travaux en cours. Les chantiers non terminés sont en principe ceux qui ne sont pas complètement facturés. Il suffit de comparer les facturations par rapport au devis. Personnellement, je demande que dans l'intitulé lorsqu'on crée un compte analytique d'un chantier, on note dans l'intitulé du compte le montant du devis, ce qui permet évidemment d'éviter d'avoir à ressortir le devis au moment de la comparaison entre le devis et les comptes. Bien entendu, on ne le fera pas pour de simples dépannages, on regroupera probablement tous les dépannages dans un compte global pour appréhender ce que coûte et rapporte le service dépannage. Et on envisagera de répartir le coût de main-d'œuvre entre les différents chantiers que s'il s'agit de très gros chantiers. Et si cela en vaut vraiment la peine, parce que c'est un travail assez lourd. Mais bien sûr, dans une comptabilité analytique, on peut se permettre des approximations, à condition bien sûr d'en rester toujours très conscient. Je pense le coût de main-d'œuvre, lorsque par exemple on a une entreprise qui n'a que 4 ou 5 chantiers, des constructions de pavillons par exemple, 4 ou 5 chantiers en une année, et bien effectivement la répartition du coût de main-d'œuvre c'est important parce que c'est des montants très importants qu'il va falloir maîtriser en fin d'exercice si le chantier n'est pas terminé. Et souvent, les chantiers commencent en septembre et se terminent au mois d'avril, juste avant les grosses vacances, enfin avril, mai, juin. Lorsqu'on rencontre une activité d'achat-vente de biens d'une certaine valeur, telle que la vente de voitures d'occasion, il ne faut pas se priver de la possibilité d'une comptabilité analytique par véhicule. Elle permettra non seulement de vérifier la marge sur chaque opération, mais aussi d'établir l'inventaire théorique à partir des absences de vente. Un compte où il n'y a pas de vente, c'est normalement un véhicule qui n'est pas vendu. C'est un contrôle qui est très puissant. Les risques d'erreur de valorisation des stocks se trouvent écartés. Dans un dossier où cette comptabilité analytique n'existait pas, mais où l'immatriculation des véhicules figurait tout de même à la fois dans les références d'achat et de vente, il nous a été relativement facile, grâce à Excel, de le reconstituer en fin d'année en moins d'1 heure. À noter que pour cette activité, il existe une réglementation stricte, la tenue d'un registre obligatoire visant précisément à suivre les achats-ventes. Dans certaines activités, il est intéressant de contrôler non pas seulement des valeurs, mais des quantités. Beaucoup de logiciels comptables présentent cette zone quantité, une zone quantité totalisable. À la limite, quand elle n'existe pas, on peut utiliser les 6 ou 7, enfin, ça dépend du nombre de chiffres nécessaires, les quelques caractères
au début de la zone libellée pour mettre des quantités. Et avec Excel, on peut additionner évidemment ces quantités. C'est moins facile que lorsque le logiciel maîtrise la chose, mais c'est toujours tout de même faisable. On peut donc savoir quelle quantité d'une marchandise a été achetée, quelle quantité a été vendue. On peut ainsi en déduire quelle quantité devrait rester en stock. Ainsi les achats-ventes de produits pétroliers. Je me rappelle avoir cherché toute une journée un écart de stock dans une entreprise de ce type pour finalement m'apercevoir que l'écart se trouvait dans un tuyau. Dans la nuit du 31 décembre, l'entreprise avait transféré un certain volume de produits depuis une raffinerie du Midi vers son dépôt de Strasbourg. Ce volume était effectivement plus présent dans ses stockages, mais lui appartenait tout de même. Donc faire preuve de créativité. La comptabilité, c'est parfois amusant. C'est parfois au moment du contrôle des comptes de charges et de produits que l'on se rend compte de modifications souhaitables au plan comptable. Il ne faut pas les négliger pour que l'arrêté des comptes annuels se passe mieux les années suivantes, pour y passer moins de temps et obtenir plus d'efficacité. J'en resterai là pour les contrôles de base et aussi pour la première partie de ce module, qui, comme je le pensais bien, a dépassé 1 heure. Dans la seconde partie, nous verrons les principes comptables et les règles d'évaluation, d'abord généraux et ensuite particuliers aux différents postes des comptes annuels.